Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de 20 minutes chrono, le point juridique, fiscal et comptable de l'URPS Médecins Libéraux Île-de-France. Dans cette émission, notre objectif est simple, de répondre en 20 minutes à un sujet donc juridique, comptable ou fiscal qui vous préoccupe, vous médecins libéraux d'Île-de-France ou futurs installés. Et aujourd'hui, nous allons traiter de la question du bail individuel ou du bail collectif. Exercer en groupe est une tendance forte chez les jeunes médecins. Pour autant, cela sous-entend une solidarité entre les associés, notamment en matière de dette et notamment de dette sur le loyer. Face à cela, certains sont tentés par la signature de baux individuels qui ne les engagent que sur leur cabinet. Alors, comment savoir quels sont les avantages et les inconvénients en fait de ces deux formules, bail individuel ou bail collectif? Eh bien, nous allons tenter de répondre à cette question avec, pour y répondre bien entendu, Camille Pichon. Bonjour Camille. Vous êtes juriste au sein de l'URPS Médecins Libéraux Île-de-France et disponible pour toutes les questions des médecins libéraux au quotidien au numéro unique régional qui est le 01 45 45 45 45. Et nous avons également le plaisir d'accueillir maître Anne-Claire Tillard. Bonjour maître. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris, titulaire d'une double formation Panthéon-Assas en droit des affaires et droit immobilier et de la construction. Tout à fait. On y va pour la première question. Alors, maître Tillard, en signant un bail collectif, à quel risque je m'expose en cas de défaut de paiement ou de vacances dans l'équipe médicale? Alors ici, petite précision par rapport à la notion de bail collectif, je vais surtout viser la situation dans laquelle ce bail est effectivement signé par plusieurs médecins en leur nom propre. Et pas le cas qui est assez classique toutefois de bail qui est signé par la société civile de moyens, puisqu'ici on a effectivement un problème de solidarité, mais un peu différente. Donc si on focus sur le cas où j'ai plusieurs médecins qui signent soit en leur nom propre ou même avec des sociétés, la difficulté dépendra de la présence ou non d'une fameuse clause de solidarité. Si je n'ai pas de clause de solidarité, la solidarité ne se présumant pas, eh bien en réalité pas spécialement de problème. Chacun paiera sa propre part du loyer, des charges, etc. On est simplement conjoint, on n'est pas solidaire. Simplement, en pratique, on a très souvent dans un bail collectif une clause solidaire, une clause de solidarité. Et là, quelle est la problématique? Eh bien, c'est que chaque locataire va se retrouver redevable vis-à-vis du bailleur de l'entièreté des obligations locatives. Donc effectivement, loyer et charges, mais également remise en état, etc. Si finalement les choses n'ont pas été correctement mises en état, le bailleur peut s'en prendre entre guillemets à un seul d'entre eux pour réclamer la remise en état complète. Donc on se retrouve particulièrement lié avec ses co-originaires et ses co-titulaires. Co-titulaires et co-signataires. Et donc voilà, c'est la difficulté du bail collectif, c'est qu'on est par définition, on n'est pas tout seul, dès lors qu'il y a cette clause de solidarité qui s'applique. Et alors, y a-t-il un moyen en fait de couvrir ce risque ou d'éviter de se retrouver dans cette situation tout en étant dans un bail collectif? Alors, je vois trois solutions. La première qui paraît évidente, il faut quand même essayer, c'est celle d'éviter cette clause de solidarité, de dire au bailleur de ne pas la prévoir. Et encore une fois, si elle n'est pas prévue, tant mieux, ne disons rien, la solidarité ne s'appliquera pas. Si jamais elle existe, ça sera difficile, disons-le quand même, de faire ôter cette clause parce qu'elle est véritablement justifiée du côté du bailleur, pour qui, en sens inverse, ça serait particulièrement très compliqué de gérer des locaux où il faut à chaque fois aller chercher le loyer individuellement, aller courir un à un auprès des locataires. Bref, donc cette clause est souvent présente. Et donc, deuxième levier, si jamais cette clause est malheureusement là, c'est essayer de négocier en sens inverse avec le bailleur pour lui dire, écoutez, à la rigueur, vous vous en fichez de qui est-ce qui est dans les locaux, ce que vous voulez, c'est être payé. Très bien, laissez-nous la totale liberté pour aller chercher nos colocataires, parce que à la rigueur, c'est nous que ça va intéresser. Ça va être important pour nous de pouvoir aller chercher des gens solvables, des gens qui ont une bonne réputation, des gens qui vont rester de manière pérenne dans les locaux. Et ça, vous, bailleurs, vous vous en fichez. Donc, autorisez-nous à vous apporter n'importe quel locataire. Donc ça peut également se négocier. Et troisième option, ce serait tout simplement d'aller dans le cadre, pour le coup, si on est en SCM, de gérer ces problématiques entre colocataires. Mais là, on n'est plus dans la relation preneur-bailleur, ce serait entre locataires eux-mêmes, essayer de s'organiser sur la répartition de la dette. Voilà, parce que comme vous l'avez dit, en fait, dans ce bail collectif, on entend deux types de baux. Un bail collectif signé par des individus, donc nommés expressément les uns et tous signataires du bail, ou un bail collectif qui peut être signé via une SCM. Et dans ce cas-là, les principes de solidarité se reposent en fonction des statuts de la SCM. Tout à fait. C'est là qu'on va aller chercher finalement la solidarité entre les membres. Camille, vous avez déjà été confronté à ce type de problème dans l'accompagnement que vous faites des médecins libéraux? Alors tout à fait, et moi j'évoquerai plus du coup le cadre d'un bail signé par une SCM cette fois-ci. Je rappelle le mécanisme, en fait dans le cadre d'une SCM, le loyer est supporté par la SCM elle-même et réparti ensuite entre les différents associés. Donc associés qui sont les médecins exerçant dans le local. Donc s'il y a une sortie d'associés,
ça va forcément impacter les autres. Donc là, les médecins vont toujours chercher à anticiper afin d'être le moins affectés en fait par la situation. Donc préavis, comment ça se résout ou comment ça se solde finalement ces situations? Alors il y a deux mesures principales à mon sens qui peuvent être mises en œuvre. C'est la mise en place d'une clause statutaire. Donc dans les statuts en fait de l'ASM, on va intégrer une clause qui fait que l'associé sortant va rester redevable d'une partie du loyer, donc des charges fixes par exemple, 6 mois après son départ. Ça peut être du coup une des solutions. L'avantage, c'est que ça assure une transition financière en douceur et ça protège les associés restants d'une contribution supplémentaire qui surviendrait d'un coup. Autre solution? Autre solution, c'est prévoir un fonds de réserve. Donc le fonds de réserve, c'est quoi? C'est une somme en fait qui serait mise de côté pour faire face aux imprévus financiers. Donc là, on envisage en fait une alimentation régulière du coup d'un fonds de réserve dont l'objectif sera la couverture d'une dépense soudaine, notamment la sortie d'un associé. Donc de la même manière, ça va éviter que les associés restent seuls à supporter les charges financières et ça permettra une meilleure gestion des imprévus. Très bien. Bonne idée, effectivement, que ce fonds de réserve, autorisé bien sûr. Dans les sociétés. Okay. Alors, face à cela, quand même, on voit de plus en plus, notamment parce que, comme vous le savez, Maître, on est confronté à quelques problèmes de pénurie médicale et le recrutement de médecins est compliqué, notamment en région Île-de-France. Donc, on a tendance à rechercher, éviter l'engagement solidaire pour aller de plus en plus vers des baux qui sont des baux individuels. Donc, signature qui permet là vraiment d'avoir un local partagé, mais finalement de signer un bail uniquement pour son cabinet. Est-ce que c'est une proposition qui est vraiment intéressante? Quelle lecture vous en faites? Ça dépend de ce qui nous semble intéressant ou important quand on prend des locaux à bail. Si c'est l'aspect, effectivement, se dire moi je ne veux pas être redevable de ce que font les autres, je fais confiance qu'à moi-même, donc je vais être redevable que de mon propre loyer, entretenir les locaux comme je sais les faire, etc. Oui, le bail individuel a cet avantage-là qu'on ne sera pas évidemment responsable de la manière dont les bureaux des autres seront entretenus, etc. C'est la conséquence du bail individuel. Évidemment, il n'y a pas de solidarité ici. L'inconvénient, c'est un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que pour le coup, en sens inverse, on n'a plus du tout de droit de regard, parce que ce n'est plus du tout justifié, sur les autres locaux qui va y être. Donc potentiellement, je peux très bien avoir un concurrent possiblement, et parce que, en principe, je n'ai plus de droit de regard, ce n'est plus du tout justifié, parce que j'ai vraiment pris à bail que le bureau avec une quote-part de partie commune, entre guillemets, pour la cuisine et la salle d'attente. Donc potentiellement, si en sens inverse, je veux travailler avec des gens sympathiques, avoir une synergie, etc., dans les locaux dans lesquels j'exerce, le bail individuel peut-être me privera de cette possibilité d'avoir quelque chose d'une certaine cohérence avec les personnes qui exerceront à côté de moi. Effectivement, c'est un sujet. Alors dans certains baux individuels, on a vu toutefois l'introduction de clauses permettant une présentation. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont réglementairement possibles et qui permettent justement de prévenir ce risque d'avoir finalement soit un concurrent direct de la même spécialité qui s'installe, soit potentiellement quelqu'un avec qui on n'a pas vraiment envie d'exercer? Tout à fait, parce que c'est pas qu'on a un bail individuel que les choses sont pliées et qu'on ne pourra plus du tout s'intéresser à ce qui se passe à côté. Il faudra simplement le négocier avec le bailleur. Il peut parfaitement entendre qu'on veut s'intéresser à ce qui se passe à côté. Donc il faudra lui demander effectivement ce qu'on appelle un droit de regard de manière commune. Et donc effectivement, ça peut prendre, à mon sens, deux formes qu'on peut même compiler. La première, qui est pour éviter qu'il y ait des concurrents, c'est tout simplement obtenir une clause d'exclusivité dans le bail et dire voilà, je serai le seul kiné, le seul médecin généraliste dans les locaux, sauf accord contraire de ma part. Et là, on a un peu l'agrément qui vient ici parce que le bailleur, pour pouvoir faire entrer un concurrent, devra nous demander notre accord. Et c'est là où potentiellement, on pourra dire oui ou non. Alors après, se pose la question de la précision et vraiment le contenu exact de ce type de clause pour que ce soit le plus précis possible et que le bailleur puisse savoir en gros qui est-ce qu'il peut aller chercher pour être le locataire voisin. Mais ça peut parfaitement se mettre en place. Encore une fois, il y a une certaine justification à cela. Simplement, il faut bien le prévoir. Et c'est tout à fait courant et même légitime finalement. D'accord, très bien. Toujours dans l'hypothèse d'un bail individuel, on se retrouve finalement dans la situation, Camille, d'avoir des charges. Alors quand on est en bail collectif, c'est simple, les charges sont refacturées à la structure collective qui a signé le bail. Quand on est en situation d'un bail individuel, comment se fait la répartition des charges communes, ménage, chauffage, entretien, des parties communes? Est-ce que ces clauses doivent vraiment être précisées dans mon bail individuel et quelles sont généralement les règles de répartition qui s'appliquent? Alors, en effet, quand vous signez un bail individuel, du coup, dans un local partagé avec d'autres professionnels, il est impératif, en fait, de faire écrire la répartition des charges communes. Ça doit clairement être défini, du coup, pour éviter tout litige.
Donc, comment ça va se passer? En pratique, on va avoir une partie qui correspond en fait à l'occupation, enfin à la répartition proportionnelle à la surface occupée, mais pour ma partie à moi. Par exemple, j'occupe 30 mètres carrés dans un local de 120 mètres carrés, je vais payer 25% du coût des charges. Et après, j'aurai un prorata qui correspond à l'occupation des parties communes. Donc, si on est, je dis n'importe quoi, 5 médecins à occuper une salle d'attente, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs très indiqué. Ça existe quand même. Ça existe quand même. Je vais payer du coup l'occupation de cette salle d'attente au prorata de mon occupation à moi. Donc en fait, on peut définir n'importe quel type de règle. Ce qu'il faut, c'est simplement qu'elle soit bien écrite en fait, et que voilà, les clés de répartition soient définies. Complètement. Sachant que on peut les faire évoluer dans le temps naturellement. Tout à fait. Voilà. Ok, très bien. On revient à cette histoire tout à l'heure de bail collectif signé individuellement, donc en cas de désaccord entre les locataires, dans ce cas de type de bail collectif et signé individuellement, finalement, est-ce que je peux en sortir assez facilement, moi? C'est-à-dire que voilà, nous sommes tous les trois signataires d'un bail. Moi, j'ai décidé de partir. C'était un bail où on s'était engagé en personne propre. Je veux partir. Comment j'en sors? Eh bien, c'est un peu la même réponse que tout à l'heure. Ça dépend de la fameuse clause de solidarité ou pas. Si je n'ai pas de clause de solidarité, c'est la même chose, c'est que je suis libre, sous réserve du respect des clauses spécifiques du bail en termes de préavis ou de moments dans lesquels je peux effectivement délivrer congé au bout de 6 ans, etc. Mais dès lors que je n'ai pas ma clause de solidarité, voilà, je peux délivrer congé individuellement, en cas de désaccord ou même de changement de perspective professionnelle, pas de souci. En revanche, si j'ai ma clause de solidarité, c'est là où le bas blesse, parce que pour le coup, il me faudra absolument l'autorisation du bailleur pour pouvoir quitter les locaux. Si je quitte les locaux sans cette autorisation du bailleur me permettant de partir, je reste solidaire. Il peut venir me chercher pour le paiement des loyers, etc. Si je suis le dernier qui reste solvable, il pourra venir me chercher. Donc soit j'obtiens cette autorisation au moment voulu, ça peut être un peu compliqué, soit le prévoir directement dans le bail. D'accord. Alors dans le contexte actuel de pénurie médicale, encore une fois, il y a un certain nombre d'équipements qui se montent, qui sont souvent des équipements mis à disposition notamment par des collectivités, et dans lequel on n'a pas nécessairement une équipe pleine et entière au début de l'expérience, ou d'ailleurs dans la durée, avec parfois des situations de vacances. On a vu dans certains beaux collectifs, notamment signés avec une ESCM, la possibilité en fait d'une facturation au prorata du taux d'occupation des locaux. Est-ce que vous pensez que voilà, c'est une clause qui effectivement peut exister, et si oui, quelles seraient vos recommandations dans ce domaine? Par rapport à cette clause, j'y vois surtout vraiment une difficulté pratique. Comment est-ce qu'on la met effectivement en place, surtout si on est en SCM? Comment, si je comprends que c'est par rapport au taux d'occupation, comment est-ce que la collectivité va pouvoir savoir comment mes associés de la SM ont varié? Parce que pour le coup, c'est quelque chose d'interne, donc comment est-ce qu'elle va être au courant? Si on est en bail, effectivement, collectif, mais en nom propre, à la rigueur, elle peut le savoir parce que c'est le bailleur. Ensuite, comment est-ce que mon loyer va varier? Parce qu'en principe, il y a potentiellement une clause de révision ou d'indexation, et on voit bien que de base, mon loyer, il est censé varier, mais je comprends qu'avec ce mécanisme, il varie aussi en fonction du taux d'occupation. Donc, comment j'applique mon indexation? Donc, en soi, dans la théorie, pourquoi pas, et ça m'a l'air une très bonne idée, mais simplement, il faudra encore une fois être très clair et précis sur le mécanisme. Il faut absolument que mon contrat joue son rôle de mode d'emploi, parce que manifestement, potentiellement, on ira s'y référer rapidement. Donc, dans ce cadre-là, bien définir à quel moment je reporte effectivement la vacance d'un cabinet, et si oui, quelle est son incidence sur le taux de facturation des loyers. C'est ça. Ok. Certaines collectivités vont même d'ailleurs jusqu'à se porter garante du paiement de loyer en cas de vacances, quand on est dans le cas notamment d'avoir typiquement un bailleur social qui met à disposition donc un cabinet médical. Ce bailleur social souhaite un engagement solidaire de l'équipe, mais en fait l'équipe n'est pas au complet, et donc la mairie vient d'une certaine façon assurer qu'elle sera garante du loyer si jamais il y a une problématique de paiement. Votre avis? Alors, je vois, en tout cas, l'avantage certain pour le bailleur, c'est d'avoir un garant bien solvable, et il n'y a pas de doute. Et même, potentiellement, j'imagine aussi pour les locataires, une garantie à moindre frais, peut-être moins cher qu'une banque. Mais là aussi, alors indépendamment de la question peut-être de la validité quand même de ce type de cautionnement, parce que pour le coup, une commune, c'est quand même l'argent public, donc à vérifier quand même. Mais au-delà de cette problématique-là, il y a la question, encore une fois, de la mise en pratique de cette garantie. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est la mairie qui paye directement le loyer? Je pense que ce n'est pas ça forcément qu'on a en tête, c'est une caution. Et donc dans ce cas-là, quand est-ce qu'elle trouve à s'appliquer? Quel est éventuellement le plafond? Quelles sont les conditions de mise en jeu? Donc il faudra bien le préciser. Et après, la question que je me pose, c'est
Qu'est-ce que l'on recherche véritablement derrière cette caution? Si c'est l'idée effectivement de se dire, bah voilà, si j'ai quelqu'un qui part, je veux pouvoir avoir une respiration financière, sachant que la commune est derrière moi, là j'ai envie de dire, ça ne change pas le problème, parce qu'une caution, ça veut dire que par définition, je me suis retrouvée en défaut vis-à-vis du bailleur. Absolument, oui. Donc première problématique. Et deuxièmement, le créancier finalement ne serait plus le bailleur, mais resterait la commune qui à un moment viendrait chercher son argent. Donc à mon avis, le problème est simplement déporté avec cette problématique, avec cette mise en place d'une caution. Donc mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin sur ce point-là. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que vous voyez des points à rajouter pour nos téléspectateurs ou on est Bien vérifier la présence d'une clause de solidarité. Ça, je pense qu'on l'a tous compris. Et sinon. Ok, très bien. Merci beaucoup. Nous espérons que ce contenu vous a été utile. Vous retrouverez bien sûr tout par écrit dans la fiche 20 minutes chrono qui sera en lien avec cette émission. Et bien entendu, si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez toujours joindre Camille Pichon, donc juriste de l'URPS médecin, au 01 45 45 45 45, qui pourra vous apporter une réponse de premier niveau. Merci à tous pour votre écoute. Merci à vous deux pour la clarté de vos propos et à très vite pour une nouvelle émission de 20 minutes chrono de l'URPS.